Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir de Télé Libre. Au Liban Sud, une frappe israélienne a visé un cadre du Hezbollah près de Nabatiyeh. Il s'agirait de Mohamed Ali Hadid, déjà ciblé la veille. Un drone israélien a visé sa voiture circulant sur l'autoroute reliant Shar'i et Adouer dans le Qaza de Nabatiyeh. Le missile, particulièrement puissant, a touché le véhicule de plein fouet. Le feu s'est rapidement propagé à d'autres voitures stationnées sur le bord de la route. L'attaque a fait aussi 7 blessés, ravivant l'inquiétude dans une région sous tension permanente. Plusieurs commerces voisins ont été gravement endommagés. La France réaffirme son soutien au redressement économique du Liban. Une délégation de l'Agence française de développement en présence de l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, discute de projets communs et de la relance des réformes indispensables pour parvenir à un accord avec le FMI. Au centre des discussions, les projets de coopération déjà en cours. Parmi eux, l'accompagnement du Liban dans la préparation des budgets publics et le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que les aides destinées au secteur humanitaire, bénéficiant notamment à la Croix-Rouge libanaise. La délégation a également fait part de la volonté de la France d'accélérer son appui au Liban. Contribution de 75 millions d'euros aux fonds mis en place par la Banque mondiale et projet en conférence internationale afin d'attirer investisseurs et bailleurs de fonds pour relancer l'économie. Paris insiste cependant sur une condition essentielle, la mise en œuvre d'un programme crédible et cohérent avec le Fonds monétaire international. Au palais présidentiel de Baabda, cette fois, le programme Génération Citoyenneté, une initiative nationale qui vise à renforcer la culture civique à travers l'éducation, est lancé. Ce projet, développé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, l'UNESCO et plusieurs acteurs de la société civile, entend former une génération de jeunes Libanais engagés, responsables et porteurs d'un esprit de citoyenneté active. Placer l'éducation civique au cœur de la reconstruction sociale du pays est un programme national qui vise à former une génération de jeunes Libanais conscients de leurs droits et de leurs devoirs, capables de participer activement à la vie publique et de renforcer le lien entre l'école et la société. Première étape de ce vaste plan, le projet École de la citoyenneté, développé en partenariat avec le ministère de l'Éducation, l'UNESCO, le Centre de recherche et de développement pédagogique, ainsi que plusieurs universités et associations. Ce projet pilote sera mis en œuvre dans 150 écoles secondaires, publiques et privées, sélectionnées pour représenter toutes les régions du Liban. Les écoles participantes bénéficieront d'un accompagnement sur 5 ans, comprenant la formation des enseignants, la mise à jour des pratiques éducatives et la création d'activités civiques et communautaires au sein des établissements. Cette initiative repose sur 4 piliers. La compréhension des grandes questions de société, le développement de l'esprit critique et du dialogue, la gouvernance démocratique à l'école et l'engagement des élèves dans des projets de service à la communauté. Soutenu par plusieurs acteurs publics et privés, dont la Fondation CMA-CGM, l'ONG Arc-en-Ciel et la Fondation Philippe Jaber, le programme a pour ambition de créer une véritable culture de la citoyenneté active à travers tout le pays. Avec Génération Citoyenneté, le Liban ouvre une nouvelle page de son histoire éducative, celle d'une école qui ne se contente plus d'enseigner, mais qui forme des citoyens responsables, solidaires et engagés. En Irak, les élections législatives du 11 novembre se déroulent sous haute surveillance. Alors que la participation pourrait atteindre un niveau historiquement bas, Téhéran observe de près le scrutin, déterminé à y défendre une influence régionale en recul. Washington, lui, espère un basculement politique qui réduirait le poids de l'Iran à Bagdad. Un vote décisif dans un pays toujours pris entre deux puissances. Le compte à rebours est lancé à Bagdad. Le 11 novembre prochain, les Irakiens élisent leurs députés pour les 4 prochaines années. Un scrutin crucial dans un pays où les tensions régionales s'invitent dans les urnes. Affaibli sur la scène internationale,
Perte militaire de ses alliés au Liban, à Gaza ou au Yémen et chute du régime Assad en Syrie, l'Iran veut protéger ce qui reste de son influence à Bagdad. Depuis 2003, Téhéran s'appuie sur des partis chiites puissants et des factions armées influentes, une présence politique que les analystes décrivent comme incontournable mais moins dominante qu'avant. L'Iran conserve son influence tant que ses alliés détiennent le pouvoir de décision, estime l'analyste Ihsan al-Shambari. De l'autre côté, Washington resserre les boulons. 2500 soldats stationnés en Irak, sanctions économiques, pression diplomatique, les États-Unis veulent limiter l'empreinte de leur rival. Il n'y a pas de place pour des groupes armés opérant en dehors de l'État, martèle Mark Sawaya, l'envoyé spécial américain. Au milieu, un équilibre fragile. Des milices pro-iraniennes revendiquent régulièrement des attaques contre des positions américaines. Bagdad est pris en étau entre deux visions opposées de son avenir. Mais dans les rues d'Irak, le désintérêt domine. Les électeurs jugent souvent les scrutins sans impact sur leur quotidien. Selon des estimations, la participation pourrait être la plus faible depuis la chute de Saddam Hussein. Autre fait marquant, Moqtada Sadr, chef chiite influent et vainqueur des dernières législatives, ne participera pas cette année, jugeant l'élection bancale. Plus de 21 millions d'Irakiens sont appelés aux urnes. 7700 candidats, dont un tiers de femmes, tenteront de se faire une place dans un parlement de 329 sièges. Une représentation féminine garantie à hauteur de 25%, un progrès notable. L'enjeu dépasse largement les frontières irakiennes. Entre pression américaine et ambition iranienne, le futur gouvernement pourrait décider du rôle que jouera l'Irak dans une région en recomposition. Reste une question, les Irakiens iront-ils voter ? Au Soudan, la guerre s'étend et la situation humanitaire s'aggrave encore. Plus de 36 000 personnes ont fui ces derniers jours l'est du Darfour, où les combats gagnent désormais le nord du Kordofan. L'ONU alerte sur de nouvelles exactions et redoute un scénario similaire aux pires violences observées dans la région. Le conflit soudanais s'intensifie et s'étend. Une semaine après la chute d'El-Fasher, dernier bastion de l'armée dans le Darfour, les combats se déplacent vers l'est et jettent des milliers de civils sur les routes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 36 800 personnes ont fui 5 localités du Kordofan Nord, une région devenue à son tour un champ de bataille. Objectif des paramilitaires des forces de soutien rapide, El Obeid, capitale du Kordofan Nord. Ville stratégique, carrefour logistique entre Khartoum et le Darfour. Dans une vidéo diffusée dimanche, un membre des FSR revendique de nouveaux gains territoriaux, affirmant que ses troupes convergent vers Barra, déjà tombé entre leurs mains. Nous avons cessé d'aller dans nos champs de peur des combats, raconte un habitant d'Oum Smaïma. Le nombre de véhicules militaires augmente de jour en jour. Sur le terrain, les civils sont les premières cibles. Des villes entières se vident, laissant place aux tirs croisés et à la peur. La semaine dernière, l'ONU tirait la sonnette d'alarme. Selon Martha Pobi, numéro 2 de l'ONU pour l'Afrique, les FSR seraient responsables de violences à motivation ethnique, reprenant les mêmes méthodes que dans le Darfour. Massacres, viols, enlèvements, des atrocités contre les communautés non-arabes. Avec près de 12 millions de personnes déplacées, le Soudan vit aujourd'hui la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies. Une guerre qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts depuis avril 2023. Alors que les combats s'approchent d'El Obeid, les organisations humanitaires redoutent un nouvel exode massif. Un pays en lambeaux et une population qui ne voit toujours pas la fin de la guerre. C'est un pari audacieux devenu réalité. Grâce au changement climatique, des scientifiques britanniques expérimentent la culture du riz dans l'est de l'Angleterre. Un projet qui pourrait transformer l'agriculture locale et aider le pays à faire face à l'épuisement de ses sols. Du riz en Angleterre, une scène encore inimaginable il y a quelques années, devenue réalité dans le Cambridgeshire, à l'est du Royaume-Uni. À l'origine de ces plans, Nadine Mitchoumas, chercheuse au Centre britannique d'écologie et d'hydrologie.
Elle teste ici 9 variétés de riz venues du monde entier. Ce n'est pas si fou qu'il y paraît, dit-elle. Le climat du Royaume-Uni se réchauffe et le riz peut désormais pousser ici, car le Royaume-Uni fait face à une mutation forcée, sécheresse, sol épuisé. Des cultures phares comme le blé ou les fraises pourraient reculer d'ici 2080. En revanche, soja, pois chiches, citron ou tournesol pourraient prospérer. Craig et Sarah Jane Taylor sont les premiers agriculteurs à jouer le jeu. Sarah Jane déclare « Nos sols s'épuisent, on doit changer pour assurer l'avenir, pourquoi pas le riz ?» Et les scientifiques veulent aller encore plus loin, régénérer les tourbières pour capturer du gaz carbonique tout en cultivant de nouvelles plantes. Mark Chapman, biologiste, il estime que si on attend que le blé ne pousse plus, il sera trop tard. On doit agir maintenant avec les agriculteurs. Pour l'instant, Nadine ne mange pas encore son propre riz. Mais d'ici 10 ans, l'Angleterre pourrait bien en produire à grande échelle. Une révolution agricole rendue possible par un réchauffement qui ailleurs frappe durement les cultures. Les premières récoltes sont prometteuses. 4 variétés ont donné de bons résultats. Le riz britannique, du rêve à la future réalité des assiettes. Les chercheurs, eux, n'en doutent plus. Et enfin, destination Téhéran, un tout nouveau musée emmène les visiteurs en voyage dans le temps. Des jouets antiques jusqu'aux consoles Atari, en passant par les poupées Barbie et les héros de bande dessinée. Cet espace dédié au divertissement ravive la nostalgie de milliers d'Iraniens et rapproche les générations. Au cœur de la capitale iranienne, dans un vieux bâtiment longtemps abandonné, un trésor a repris vie. Voici le musée des jouets de Téhéran. Plus de 2000 objets venus du monde entier pour raconter une histoire universelle, celle de l'enfance. De l'Iran antique à l'ère du numérique, ici la mémoire se manipule et se partage. Azadeh Bayat est la fondatrice du musée. Elle estime qu'en découvrant les jouets de leurs parents et grands-parents, les enfants apprennent à mieux comprendre leur monde et à se rapprocher des générations d'avant. Azadeh Bayat a consacré 6 ans à restaurer ce bâtiment et à rassembler ses pièces rares. À sa grande surprise, ce ne sont pas seulement les enfants qui affluent, mais aussi leurs aînés, heureux de retrouver un peu de leur passé. Une figurine d'argile vieille de plusieurs siècles côtoie Superman. Mickey Mouse voisine avec des voitures d'époque soviétique. Et même Tintin a posé ses valises à Téhéran, tant l'aventurier belge reste une icône dans le pays. Pour certains, c'est l'émotion qui prime, comme Maïdé Mirza, fascinée par la poupée Barbie, longtemps vue comme un symbole occidental en Iran. Elle s'exclame « Je revois les jouets de mon enfance ». Certains avaient même été adaptés en version iranienne. Dans les années 2000, les autorités avaient lancé les poupées Sarah et Dara, héros locaux censés concurrencer Barbie et Ken. Un musée où chacun retrouve une part de soi, comme Mehdi, 31 ans, qui se souvient des jeux partagés dans la rue. Il affirme « Les jouets nous font grandir. Aujourd'hui, les jeux vidéo prennent le dessus. Parfois, les enfants oublient le plaisir simple de jouer ensemble. Ici, même le pixel a sa place pour raconter la révolution des loisirs. » Dans un pays où les fractures générationnelles peuvent sembler profondes, ce musée crée un pont fait de rire, de souvenirs et d'imagination. Une pause enchantée pour ne jamais oublier la magie de l'enfance. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.